Au premier abord, Jay-Z, il paraît pas particulièrement menaçant. Encore moins après avoir entendu son rire magique. Ouais, pourtant, il vaut mieux éviter de le chercher. Crois-moi. En 1999, Jay-Z est au sommet. Son dernier album sorti l'année précédente a littéralement tout explosé. Et lorsqu'il annonce la sortie de son prochain projet pour la fin de l'année, le public est en feu. Pourtant, quelques semaines avant la sortie de cet album, sa vie aurait pu prendre un tournant tragique lorsqu'il a été impliqué dans une embrouille qui a mal tourné en boîte de nuit. Pourquoi Jay-Z a-t-il planté un producteur lors de cette altercation? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Le 29 septembre 1998, Jay-Z sort son troisième album, Volume 2, Hard Knock Life. Le projet rencontre un énorme succès, notamment grâce au titre éponyme ainsi qu'à d'autres morceaux comme Can I Get A et Money Cash House. From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. Can I hit it in the morning without giving you half of my dough? And even worse, if I was broke, would you want me? I spit the game, throw bricks. Money, cash, hoes, money, cash, chicks. Volume 2 est certifié quintuple platine aux États-Unis et remporte même le Grammy Award du meilleur album de rap cette année-là. Grâce à cette réussite, Jay-Z a également l'opportunité pour la première fois de sa vie de faire une tournée à guichet fermé. Bref, il était en train de retourner l'industrie musicale et il ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. Après cette sacrée perf, il devait enchaîner avec son quatrième album, Volume 3 Life and Times of Sean Carter, dont la sortie était prévue pour le 28 décembre 1999. Fort du succès retentissant du projet précédent, celui-ci était très attendu et il était censé exploser les compteurs. Mais malheureusement pour Jay-Z, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Dès la fin du mois de novembre, soit plus d'un mois avant la sortie officielle, l'album complet a fuité. Dans les rues de New York, des copies illégales du projet circulaient et se vendaient comme des petits pains. Apparemment, pour seulement 5 $, tu pouvais très facilement obtenir un CD ou une cassette de la version piratée de l'album. Quand Jay-Z et son équipe l'ont découvert, ils étaient fous de rage. Qu'un ou deux morceaux fuitent quelques jours avant la sortie d'un projet, c'est une chose. Mais que l'album entier soit disponible plus d'un mois avant... Ça fait beaucoup là, non? Le pire, c'est qu'il ne savait plus en qui il pouvait avoir confiance. Il a même raconté plus tard dans son autobiographie qu'à cette période-là, il était tellement sur les nerfs et sur la défensive que c'était limite de la paranoïa. Jay n'avait qu'une seule idée en tête, démasquer le traître responsable de ce fiasco. Les jours suivants, il a donc confronté chaque personne susceptible d'avoir des infos, les ingénieurs du son, les beatmakers, les employés de Def Jam, le proprio du studio d'enregistrement. Bref, tout le monde a le droit à son interrogatoire avec l'inspecteur Jay-Z, et au fur et à mesure des confrontations, un nom ressort à plusieurs reprises. Celui de Lance Rivera, aussi connu sous le nom de Hun, qui est un producteur new-yorkais et le fondateur du label Entertainment Records. Ils se connaissent bien puisqu'ils faisaient partie tous les deux de l'entourage proche de Biggie avant qu'il ne décède tragiquement en 1997, et il se trouve que Hun a coproduit un des titres de l'album à venir. Théoriquement, il aurait donc été en capacité de faire fuiter le projet. Et ça, Jay-Z en est convaincu. C'est Lance Rivera qui est à l'origine de ce sabotage, et il ne va pas le laisser s'en tirer comme ça. Le 1er décembre 1999, le rappeur Q-Tip organise une soirée pour célébrer la sortie de son dernier album dans une boîte new-yorkaise, le Kit Kat Club. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que du beau monde était présent. Puff Daddy, Busta Rhymes, Lil Kim, Russell Simmons, bref, le club était bondé d'artistes, de célébrités et de personnes influentes dans l'industrie musicale. Élément important, Lance Rivera était également présent. En parallèle, Jay-Z lui aussi organisait un événement dans une petite salle de concert pas loin. L'objectif était de jouer sur scène en avant-première quelques-uns des morceaux de son prochain album devant des invités et des journalistes triés sur le volet. Mais ce qui devait être une célébration a un goût amer pour Jay qui n'arrive pas à oublier cette histoire. Et le souci, c'est que lui aussi a été invité à la soirée de Q-Tip. Donc lorsqu'il termine son show, il prend à son tour la direction du Kit Kat Club avec son équipe. Les problèmes. Vers 23h30, Jay-Z débarque dans la boîte. Très rapidement, il aperçoit Lance entouré de ses gars dans le carré VIP. Et après quelques minutes d'observation, il décide d'aller le confronter. Il lui explique qu'il le soupçonne d'être le traître à l'origine de la fuite de son album, sauf que Hun nie en bloc et commence à mal lui parler en plein milieu du club.
Mais par miracle, dans un premier temps, ils se séparent et Jay rejoint son équipe près du bar. Sauf que cette première altercation lui reste clairement en travers de la gorge. Il n'arrête pas de ressasser ce qui vient de se passer, et plus il y pense, plus sa colère est en train de monter. Non seulement c'est un traître, mais en plus, il lui manque de respect devant tout le monde. Et c'est à ce moment précis que Jay-Z, aveuglé par la rage, va commettre l'irréparable. Il se dirige tout droit vers Lance, mais cette fois-ci, pas pour discuter. Les détails sur ce qui s'est passé exactement par la suite ne sont pas clairs, mais le consensus raconte que lorsqu'il est arrivé au niveau de Hun, il lui a dit « Lance, tu m'as brisé le cœur », puis il lui a planté à plusieurs reprises une lame de 13 cm dans l'abdomen et dans l'épaule. Forcément, après ça, leurs équipes respectives s'en mêlent, une bagarre générale éclate, le frère de Hun se fait fracasser une bouteille sur le crâne, le tout devant une centaine d'invités. Bref, c'est le chaos total dans le club et Jay-Z en profite pour prendre la fuite. Lance Rivera, qui lui s'est effondré sur le sol, est rapidement pris en charge par les secours et transféré en urgence vers l'hôpital le plus proche. Jay a agi sous le coup de la colère et il est maintenant trop tard pour revenir en arrière. En commettant cette agression violente devant des dizaines de témoins, il vient probablement de mettre un terme à sa carrière prometteuse. Le lendemain de l'altercation, par chance, Lance est dans un état stable et ses jours ne sont pas en danger. De son côté, Jay-Z se rend lui-même à la police en fin de journée. Lors de son interrogatoire, il ne cesse de clamer son innocence et il est libéré quelques heures plus tard après avoir payé une caution de 50 000 $. Pour assurer sa défense, il s'entoure de plusieurs avocats solides. Dans le cadre de cette affaire, leur stratégie est simple: nier toute implication de la part de leurs clients. Pour ça, ils vont multiplier les déclarations médiatiques en assurant devant les caméras que Jay-Z n'a rien à voir avec cette histoire de coup de couteau. Ils iront même jusqu'à dire qu'ils ont obtenu des images de vidéosurveillance du Kit Kat Club qui l'innocentent totalement. Le seul problème, c'est que c'est un énorme mensonge, car à cette époque, l'établissement n'était pas équipé de caméras de sécurité. En plus de ça, Jay-Z avait apparemment un penchant pour les embrouilles en boîte qui tournent mal, puisqu'il était accusé d'être impliqué dans 2 autres agressions similaires. Dans les 2 cas, il aurait éclaté une bouteille sur le crâne d'un mec, une première fois en avril 1998 et une seconde fois en novembre 1999. Accidentally, I was pushed into Jay-Z. He turned around and just hit me with a bottle over the head. En janvier 2000, Jay-Z est donc inculpé pour violence aggravée avec arme blanche, un chef d'inculpation pour lequel il risquait 15 ans de prison. Mais malgré ça, sa stratégie et celle de ses avocats restent inchangées. Plaider non coupable et continuer de clamer son innocence. Sauf qu'en attendant la tenue du procès, en parallèle, une affaire similaire opposant l'État de New York au rappeur Puff Daddy se joue devant les yeux du monde entier. Et il se trouve que malgré tous les efforts du procureur pour le faire tomber, Puffy a été acquitté et il s'en est sorti sans aucune condamnation. Mais en voyant la tournure et l'ampleur médiatique qui avait pris ce procès, Jay-Z a pris peur. Il était persuadé que le bureau du procureur allait tout faire pour ne pas subir un deuxième échec d'affilée et qu'ils allaient essayer de le faire condamner à la peine maximale pour qu'il serve d'exemple. Et Jay n'était absolument pas prêt à prendre ce risque. S'il allait jusqu'au procès et qu'il prenait 15 ans, ça lui aurait coûté son futur. Il ne serait sorti de prison qu'en 2016. Les enjeux étaient beaucoup trop grands. Du coup, lui et ses avocats ont passé un accord de négociation de peine. Jay-Z a accepté de plaider coupable pour agression volontaire et il a écopé en décembre 2001 de 3 ans de mise à l'épreuve. Période durant laquelle il devait se tenir à carreau et demander systématiquement l'accord de son contrôleur judiciaire pour quitter New York. D'un autre côté, il a également trouvé un arrangement à l'amiable avec Lance Rivera. On parle d'une somme entre 500 000 et 1 million de dollars que Jay lui aurait versé en dédommagement. Et finalement, au vu des faits qui lui étaient reprochés, il s'en est plutôt bien sorti. Il a d'ailleurs déclaré dans une interview en 2003 que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée, car ça lui a permis de prendre conscience de tout ce qu'il avait à perdre. I believe that was the greatest thing ever. That let me know that no matter how successful you are and how much you're on your road, it can all stop. Et cette déclaration n'était pas que des paroles en l'air, puisqu'après cet incident, Jay-Z ne s'est plus jamais retrouvé dans ce genre de situation. Je t'invite à aller écouter ou réécouter Volume 3, Life and Times of Sean Carter. Mention spéciale pour Big Pimpin', Things That You Do et Do It Again, que je kiffe vraiment. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu.
Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment Drake et Meek Mill ont sacrifié la carrière d'un jeune artiste talentueux, ou celle-ci qui explique l'ascension fulgurante de Pop Smoke jusqu'à sa mort. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de n'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête, et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. La bise!